Bonsoir à toutes et tous, bonsoir à ceux que j'ai pas vus. Donc rapidement, je vais commencer par les pouvoirs. Donc Christian Fourmont donne pouvoir à Eliane Ménager. Paul Bobby donne pouvoir à Anne Steyer. Yeroun me donne pouvoir. Véronique Amiot donne pouvoir à Catherine Leclerc. Claire, je vous donne les pouvoirs. Juste avant de passer la parole au SMICTOM pour une présentation du rapport annuel, voilà. Un petit mot, un petit point d'information concernant la... Comment je vais dire, comment j'appelle ça? J'ai perdu le mot. L'affectation au lycée de Liffré. Là, c'est quoi le mot? Rattachement, voilà. Donc, je vais engager, après un échange du bureau, un recours contre l'arrêté qui est du recteur concernant l'affectation au lycée de Liffré. Ce recours qui va être fait, pourquoi on le fait? Donc, on a une double affectation pendant 3 rentrées pour l'instant. Mais il y a 3 points, moi, qui me gênent et qui faisaient partie, entre guillemets, un peu... des échanges que j'avais eus avec le président de la région. Premier point, la ville de Béton, qui devait être dans la sectorisation au moment des études d'emplacement du lycée à Liffré, n'est pas dans cette sectorisation. Donc, je ne vois pas pourquoi Châteaubourg serait rattaché à ce lycée et pas la ville de Béton qui était prévue. La ville de Thorigné et d'Assigné ont obtenu une double sectorisation, mais sans date de fin. Voilà, j'estime que si Thorigné et Assigné n'ont pas de date de fin dans la double sectorisation, il n'y a pas de raison que Châteaubourg n'ait pas de date de fin dans la double sectorisation. Et puis surtout, je n'ai aucune nouvelle du service transport de la région, puisque je pense que ce que je présageais, puisque le président Chenet-Girard m'avait dit que le temps de trajet devrait être inférieur à 45 minutes en car. Or, aujourd'hui, les calculs que l'on fait font que sans s'arrêter et à des heures sans embouteillage, il faut environ 35 à 40 minutes pour se rendre à Liffré en car. Donc, je pense que tenir 45 minutes, c'est impossible et que donc, l'idée est de faire un recours. On verra ce qui est décidé. Est-ce qu'on aura une affectation que au lycée de Liffré suite à ce recours et je pense à l'impossibilité de rejoindre le lycée en 45 minutes ou est-ce qu'on va maintenir une double sectorisation sans date de fin? Je reviendrai vers vous suite aux échanges que je vais avoir puisque je rencontre le recteur demain et dans la foulée, je pense, les élus du conseil régional chargés du sujet. Mais pour acter le fait que voilà, on a quelques questions, il y aura un recours qui sera fait avec un avocat, un courrier, dans les 2 mois. L'arrêté a été publié le 2 décembre, donc on a jusqu'au 2 février pour faire ce recours. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? La FCPE du Collège Pomme a aussi envoyé un courrier de contestation, soulignant un peu les mêmes éléments, notamment de transport. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez l'information et je vais donc passer la parole désormais au SMICTOM. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Olivier Allais, donc je suis responsable du service relations usagers au SMICTOM. Et donc, je viens vous présenter le rapport annuel de l'année 2018. Donc, je vais commencer par une petite présentation succincte du SMICTOM. Voilà. Donc, le SMICTOM, donc, on est une collectivité donc, située à Vitré qui est en charge de la collecte et traitement des ordures ménagères sur Vitré Communauté, le pays de Château-Giron et La Roche-au-Fay. Donc on travaille sur 68 communes, ça représente à peu près 135 000 habitants. Donc voilà, un territoire de 1500 km² et donc on va dire 95% d'habitats individuels et 3% d'habitats collectifs dont la grande majorité est basée sur Vitré. Et donc en termes d'équipement, on a donc 12 déchetteries. Donc
Voilà, 9 déchetteries et 3 valoparcs. Donc les valoparcs, c'est la nouvelle génération de déchetteries. C'est-à-dire que c'est des déchetteries où on a beaucoup plus de filières que sur les déchetteries classiques. Et donc, c'est vraiment des sites qu'on va avoir tendance à développer. On a une ancienne, donc avant tout ça, on avait une décharge qui aujourd'hui est réhabilitée à Cornillé. On est propriétaire également d'un centre de valorisation énergétique, donc à Vitré, où sont traitées toutes les ordures ménagères. Donc, elles sont brûlées dans un four et avec la chaleur, on produit de la vapeur, de l'eau chaude et de l'électricité. Et on a également un centre de tri pour tous les déchets sacs jaunes à Vitré. Voilà un petit peu pour la présentation. Et concernant du coup l'année 2018, donc en 2018, on a collecté 19 500 tonnes d'ordures ménagères, donc ce qui représente à peu près 146 kilos par an et par habitant, sachant que la moyenne nationale elle est plutôt autour de 250 kilos. Et que depuis la fin 2016, début 2017, on communique beaucoup sur la tarification incitative. Pardon. Donc on connaît une baisse vraiment importante du gisement, donc c'était vraiment l'objectif. Donc en 2018, on a eu une baisse de 7% des tonnages, et sur 2019, on est sur une tendance entre 9 et 10%. Donc c'était vraiment les objectifs de la tarification incitative. Et donc les ordures ménagères aujourd'hui, voilà, comme je disais, sont collectées par un prestataire donc, qui est Suez, et donc emmenées au centre de valorisation énergétique de Vitré. Concernant les emballages, donc tout ce que vous déposez aujourd'hui dans le sac jaune, ça représente quasiment 4000 tonnes, donc 29 kilos par habitant et par an. Donc on est dans la moyenne nationale. Et on a une hausse en fait du geste de tri, puisqu'on a 1,7% d'augmentation de ce flux-là en 2018. Donc il y a une baisse des ordures ménagères et une augmentation des déchets recyclables. Donc c'était aussi l'objectif. Et sur 2019, on a une augmentation aussi sur une tendance de 5%. Ça veut dire que les gens ont vraiment compris l'intérêt et font des efforts vraiment sur le geste de tri. Et du coup, ils sont également collectés par CITA sur les mêmes circuits et emmenés au centre de tri, donc, qui est situé à Vitré. Concernant les papiers, donc, qui sont collectés à part depuis le 1er janvier 2017, donc dans les bandes d'apport volontaires. Donc aujourd'hui, on collecte à peu près 1870 tonnes, donc ça représente 14 kg par habitant et par an. Donc ce qui est plutôt bien, et on a une augmentation de 15%, donc sachant qu'on a développé de plus en plus les collectes en fait auprès des écoles, et donc ce qui a aussi permis d'augmenter ce flux-là, puisqu'on a énormément d'écoles aujourd'hui qui nous demandent des bornes d'apport volontaire. Et sur 2019, on a continué à développer ces bornes-là, et on est sur une tendance de 8% également. Et la tarification incitative aussi a permis de sortir le papier qui avant était en ordure ménagère et de l'emmener plutôt vers ce flux de recyclage. Et donc là, c'est également collecté par Suez, donc via des camions grues, et envoyé donc en transit sur le centre de tri. Donc là, ça passe plus sur chaîne parce que le flux est propre en fait. Et ça part directement en filière de recyclage, donc chez un papetier dans les Vosges qui les recycle en papier. Concernant le verre, donc le verre collecté également en borne d'apport volontaire depuis 2012, donc 5400 tonnes, c'est un flux qui augmente tout le temps. Donc ce qui représente 41 kg par habitant par an, c'est plutôt une moyenne, enfin on va dire un poids qui est plutôt important par rapport à la moyenne nationale, et qui a augmenté encore de 5% en 2019. Donc il y a l'effet Tommy, il y a l'effet borne à papier aussi qui sont situés à côté, qui aussi ont qui appellent aussi un peu plus de verre. Alors, on ne va pas se cacher, il y a aussi l'effet Coupe du Monde sûrement qui a permis d'augmenter ce tonnage. Et du coup, en 2019, on est encore sur une augmentation de 3%. Et donc là, c'est pareil, on est collecté via Suez. Et donc là, on a un site de transfert aussi de transit sur Vitré, et ça part directement en filière de recyclage. Concernant les déchetteries, donc voilà, c'est on va dire les endroits où on collecte le plus de déchets, puisqu'on est à 31 500 tonnes sur 2018.
On comptabilise, donc on a développé vraiment les contrôles d'accès sur toutes les déchetteries du territoire. Donc d'ici 2 mois, toutes les déchetteries seront équipées, donc les 12 sites. On comptabilise à peu près 400 000 passages sur l'année. Et donc en 2018, on a compté une baisse en fait, des tonnages de 5%. Donc il faut savoir que les déchets verts en fait, composent une grande partie des déchets collectés en déchetterie. Et donc du coup, l'effet climatique joue vraiment sur les tonnages qu'on a en déchetterie. Par contre, les systèmes d'accès ont vraiment porté leurs fruits, puisque du coup, l'intérêt, c'était vraiment que les gens regroupent leurs déchets et que du coup, on apporte vraiment un confort supplémentaire aux usagers sur les sites, puisque du coup, avant, on avait plutôt affaire à des gens qui allaient pas tous les jours, mais qui allaient très souvent emmener très peu de déchets, ce qui fait que les sites étaient rapidement encombrés. Tandis que là, avec les systèmes d'accès limités à 18 passages par an, les gens ont tendance à regrouper et donc c'est plus confortable pour l'usager et pour l'agent également. Donc du coup, on a une baisse de 21%. On a encore une baisse des tonnages en 2019 de 2%. Et donc je vous ai mis en parallèle les fréquentations sur le site de Châteaubourg. Donc en 2017, on était autour de 41 000 passages. En 2018, 44 000. Et là, jusqu'au 15 décembre 2019, on est autour de 42 000. Donc voilà, c'est à peu près stable. Et donc voilà, comme je vous le disais, les déchets verts représentent quand même 9 000 tonnes sur les 31 000, donc ce qui est plutôt important. Et donc nous, les déchets verts, aujourd'hui, on a des plateformes déchets verts sur tous les sites. Et du coup, le SMUCTOM est équipé d'un broyeur et d'un chargeur, donc on broie tous les déchets verts. Et la filière, on a trouvé des filières assez locales, puisque du coup, ça part chez des agriculteurs locaux, en amendement, du coup en épandage sur les sols. Donc, ce qui fait que la matière est valorisée vraiment sur local. Concernant du coup le centre de tri, donc le centre de tri est également propriété du syndicat. Donc on a traité 10 800 tonnes sur 2018, dont 66% du territoire du SMICTOM, puisque en fait le marché d'exploitation, donc le site est exploité par De Rijour, donc en prestation. Et en fait, on est 2 collectivités, donc nous et puis le SMICTOM de Fougères, qui apportent les tonnages sur cette collectivité, enfin sur le site, pardon. Et donc, voilà, le SMICTOM représente 66% des tonnages. On aurait pu croire en fait que la TOMI, enfin la tarification incitative, et le fait qu'on demande aux gens qu'on dise aux gens qu'en fait que la levée va être payante, on aurait pu tendance à dire qu'ils auraient mis beaucoup plus de déchets non recyclables dans les sacs jaunes en fait pour éviter de présenter leur bac. Et en fait, on a un taux de refus de tri qui n'augmente pas. Donc le taux de refus de tri, c'est ce qui n'est pas recyclable mais qui se trouve quand même dans le sac jaune. En fait, on est toujours autour de 12-13%. Donc avant, on était à 11. Voilà, là, on est à 13. Donc voilà, il y a quelques comportements déviants, mais on va dire que c'est plutôt correct par rapport à un taux moyen national qui est plutôt autour de 18-20%. Et donc voilà, au centre de tri, les matières sont triées par flux, elles sont mises en balles et envoyées derrière chez des filières de recyclage. Concernant le centre de valorisation énergétique, donc le centre où on traite les ordures ménagères, donc là on y a emmené, le site a traité un peu plus de 23 000 tonnes en 2018, donc il y a 19 000 tonnes d'ordures ménagères collectées en porte-à-porte. Il y a également les bennes incinérables des déchetteries aussi qui y sont emmenées. Et donc, ce qui a permis, voilà, je vous le disais tout à l'heure, de produire presque 47 000 MW d'énergie, et dont 66% quasiment ont été revendus à des industriels locaux, puisqu'on a des réseaux en fait de vapeur et d'eau chaude sur Vitré. Donc, on envoie de la vapeur à haute température à Lactalis, par exemple, pour pasteuriser le lait UHT. Une usine à côté aussi qui fait des aliments, et autrement on a un réseau d'eau chaude, donc pour la piscine, pour la cuisine centrale, pour les écoles, pour le chauffage. Et voilà, on a 2 réseaux avec 7 clients, donc privés et publics, qui sont qui sont reliés en tout cas au centre de valorisation. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant sur le côté technique. Concernant l'aspect financier du syndicat, donc si on décrypte un petit peu les coûts, donc le syndicat, en fait, les financements viennent de 3 sources principales. Donc la première est évidemment la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que paye chaque usager du territoire, et la redevance spéciale, donc que payent les communes et puis certaines entreprises.
Ensuite, on a les subventions et les soutiens éco-organismes, donc éco-emballage, Citeo, etc. Et puis les recettes industrielles, donc les ventes de matières, donc, qui sont issues du sac jaune notamment, et les ventes d'énergie également du centre de valorisation. Donc tout ça représente des recettes. Donc si on fait les dépenses moins les charges, on a un coût par habitant qui est de 65 €, tout flux confondu. Donc la moyenne, enfin on va dire que la fourchette nationale, elle est entre 45 et 163, donc on est vraiment plutôt dans la fourchette basse, avec une médiane à 85 €. Si on détaille un petit peu, c'est 65 €. Si on le détaille un petit peu par flux, concernant l'ordure ménagère, donc l'ordure ménagère, on a la collecte et le traitement. Si on ramène ça à 8 ans, voilà, on a 32 €. Sur les 65, on a 32 € qui servent à financer la collecte et le traitement de ces ordures ménagères. Donc si on compare aussi par rapport aux autres collectivités, donc c'est le baromètre que vous voyez sur la droite, on est plutôt dans la fourchette basse. Par rapport au tri, donc tout ce qui va être sac jaune, donc voilà, il y a 9 € sur ces 65 € qui vont servir à financer la collecte et le tri de ces matières. Sur le papier, donc là, on est tout de suite en borne d'apport volontaire, donc on va dire qu'on a des frais de collecte qui sont moins importants. Donc voilà, il y a 2 € qui vont servir à payer la collecte et le traitement du papier. Pour le verre, donc il y a une filière qui est mise en place depuis plus longtemps. On a un coût aussi qui est très faible, puisqu'on est à 1,70 € par habitant. Et pour les déchetteries, voilà, il y a 18 € qui servent à financer le service des déchetteries, donc des 12 déchetteries du territoire. Je voulais également en profiter pour faire un petit bilan sur la tarification incitative, puisque du coup, elle est vraiment mise en place, effective depuis le 1er janvier 2019. Ça veut dire qu'on a, sur 2017-2018, on a communiqué, on a distribué les équipements, on a tout mis en place techniquement. Et donc, depuis le 1er janvier 2019, on comptabilise toutes les levées et les ouvertures de bornes d'apport volontaire également. Et donc, tout ça permettra de calculer la part variable qui sera appliquée sur l'avis de taxe foncier de 2020. Et donc, sur les 11 premiers mois de 2019, voilà, vous avez là, c'est le nombre de levées mensuelles, donc pour les usagers qui sont collectés en bac. Donc sur le mois de janvier, en fait, voilà, c'était le début. Les gens n'avaient pas forcément percuté qu'on était sur le début du comptage. Donc en février, en fait, on a envoyé un courrier à tous les usagers en disant que c'était parti et en leur donnant leur code d'accès pour se connecter au site internet, parce qu'il y a un portail en fait qui permet aux usagers de suivre en continu leur production de déchets et donc leur levée ou leurs ouvertures. Et donc on a tout de suite vu l'impact du courrier sur février, puisque on a énormément moins de levées. Et voilà, après, on va dire que c'est plutôt stagné. On est autour de 62 000 levées par mois. Donc, ce qui représente, on va le voir sur la diapo suivante. Hop, voilà. Donc, voilà, la majorité des gens, donc c'est on va dire la première barre que vous avez sur la gauche, c'est les gens qui présentent toutes les 3 semaines. Donc voilà, on a 27% des usagers qui présentent leur bac toutes les 3 semaines, 22 qui présentent tous les 15 jours, 18 qui présentent une fois par mois, 15% qui présentent, on va dire, 2 fois sur 3, et puis 11% qui présentent, on va dire, une fois tous les 2 mois. Donc on a vraiment des gens qui présentent beaucoup moins qu'avant. Donc ce qui fait que voilà, si on récapitule un petit peu, on a 85% des gens qui présentent au mieux tous les 15 jours. Donc voilà, qui présentent voire même encore moins que ça. Donc voilà, on est sur une moyenne à peu près entre une fois tous les 3 semaines, une fois tous les mois. Donc voilà, ce qui fait que l'intérêt de la tarification incitative a vraiment été compris, c'est-à-dire qu'on demande aux gens vraiment de présenter vraiment que quand le bac est plein. Et donc on voit que les gens présentent vraiment beaucoup moins. Concernant les bornes d'apport volontaire, donc on a équipé également toutes les bornes d'apport volontaire de systèmes d'accès et on a distribué des badges. On est sur une moyenne de 3 ouvertures par mois, donc c'est moins d'une ouverture par semaine. Donc voilà, presque 80% qui vont moins d'une fois par semaine sur présenter leurs ordures ménagères. Donc voilà, on va dire que les objectifs, en tout cas, en
environnementaux ont été plutôt atteints, parce que du coup, on a comme les tournées sont moins longues, les tonnages baissent, le geste de tri a été amélioré. Donc voilà, pour l'instant, on va dire que le premier objectif est plutôt atteint. Vous faites tous les quartiers comme ça ou non? Tous les quartiers, c'est-à-dire? Nous, je n'ai pas l'impression qu'on ait eu un courrier et tout le monde sort sa poubelle toutes les semaines dans le quartier. Ah non, bah, le courrier, en fait, on l'a envoyé en février. Et Si, on n'a pas mis dans le quartier. ah si, on a envoyé. On sort toutes les semaines les bacs. Alors, on a envoyé, du coup, on a envoyé en mai-juin, on a envoyé un courrier à tous ceux qui présentaient toutes les semaines. Voilà, parce que du coup, voilà, pour vraiment comprendre, faire en sorte que les gens présentent moins. Bah oui, alors, on n'a pas de courrier. On a très très peu de foyers quand même qui continuent à présenter toutes les semaines. Et Le quartier, tout le monde met sa poubelle toutes les semaines. je suis surpris quand même. Ouais, je suis surpris. Parce que les gens qui présentent toutes les semaines, en fait, nous ont répondu, et c'est principalement des gens, donc soit des familles nombreuses qui n'ont pas le choix, mais c'est majoritairement des familles qui sont où il y a une personne qui est hospitalisée à domicile, et donc qui ne peuvent vraiment pas faire autrement que de présenter leur bac toutes les semaines. Mais on a quand même très très peu de gens qui le présentent, qui continuent à le présenter toutes les semaines, puisque on a 163 foyers sur les 55 000, quoi. Voilà. Donc, dans les collectifs, je trouve qu'il y a un manque de... Micro. Excusez-moi. Ça enregistre. Je me permets juste de préciser que dans les collectifs, il me semble que la sensibilisation n'est pas aussi bien ressentie ou appliquée. Je n'ai pas eu d'information, je devais avoir un rendez-vous, je n'ai pas eu de rendez-vous. Et c'est toujours un apport collectif dans des grands bacs, donc absolument pas contrôlé, et donc pas sensible. Les gens ne sont pas sensibilisés au tri. Et notamment, on trouve dans ces bacs de tout. Voilà. Alors, dans l'ensemble des collectifs, j'ai l'impression, sur Châteaubourg. Alors, c'est vrai que les collectifs, on va dire que c'est la population la plus compliquée en fait à toucher. Donc, lors de la mise en place de cette tarification, on a essayé de rencontrer tous les habitants. Donc, on va dire qu'on a toqué plusieurs fois dans chaque appartement pour justement les informer, les sensibiliser au tri. On va dire qu'on a alors effectivement, on y allait, on va dire, en fin de matinée et le soir, donc jusqu'à 19h, 19h30, mais voilà, on ne peut pas non plus travailler jusqu'à 22h. Et du coup, c'est vrai que c'est une population qui est très difficile à toucher. On a fait des permanences dans les endroits. On a essayé de travailler avec les agences immobilières, les syndics, les bailleurs. On a organisé plusieurs réunions. On a un taux de présence de 5%. Par contre, c'est vrai que c'est les premiers à venir nous voir pour dire que ça ne fonctionne pas. Donc après, c'est sûr, la solution idéale pour les collectifs, c'est les bandes d'apport volontaires, où là, on est sûr. Par contre, voilà, aujourd'hui, on est sur du terrain privé majoritairement, et que le SMICTOM ne peut pas financer aujourd'hui, en tout cas, de bandes d'apport volontaires sur des sites privés. Donc, j'en conviens que les collectifs, on a des gestes de tri qui sont c'est les moins bons, on va dire, hein, ça c'est clair. Mais voilà, malgré tous nos efforts, aujourd'hui, on a vraiment du mal à essayer de rencontrer les gens. Après, voilà, on est ouvert à toute proposition. Mais Non, et puis il y a eu un autre souci aussi, la communication a été juste catastrophique pour les collectifs, puisque moi je sais que dans le mien, plusieurs personnes ont contacté le SMICTOM directement par rapport à la taxe incitative et le prix, comment ça allait être calculé et tout ça. Ouais. Jamais on a eu de retour, voire même d'un début de réponse. On a juste été informés, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, si vous avez l'équation, je voudrais bien la revoir parce que je n'ai pas tout compris dans la méthode de calcul. Sur la méthode de calcul pour les collectifs. Pour les collectifs. Ouais, alors c'est vrai que on va dire que c'est assez compliqué pour les agents d'accueil, en tout cas. Pardon, mais quand on met en place une taxe comme ça, il faut penser à tout le monde. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Et moi, dans mon immeuble, j'ai des personnes qui ont 80 ans, qui ne comprennent rien. Et je suis incapable de leur expliquer parce que moi-même, j'ai pas toutes les infos pour leur expliquer. Et quand elles appellent le SMICTOM,
elles ont eu 0 réponse. Alors, je ne suis pas convaincu de tout ça, mais bref. alors là, je peux... Non, mais après, je conviens que les agents d'accueil ne sont pas forcément formés techniquement. C'était l'année dernière, cette histoire. Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de rapport l'année dernière au conseil municipal du SMICTOM. Je sais pas. Parce que justement, je voulais vous poser la question l'année dernière. Je me suis dit, tiens, comme par hasard, il n'y a pas de rapport cette année. Alors, on est intervenu au conseil municipal l'année dernière. On n'a rien à cacher, de toute façon. En fait, dans les collectifs, la part variable, elle est liée à la production de déchets, mais également, tout ça est basé sur la valeur locative des logements. Donc, ce qui fait que pour une maison, je vais commencer par une maison individuelle, c'est assez simple à comprendre. Il y a une part fixe qui va correspondre à 70% de la TOM actuelle, à laquelle on va rajouter donc tant d'euros en fonction du bac ou du badge, en fonction de la production. Pour les collectifs, c'est un peu plus compliqué puisque du coup, on est sur des bacs collectifs et donc la part variable va être répartie en fonction des valeurs collectives des appartements. Après, en fonction des bailleurs ou des syndics ou des agences, elles ne vont pas forcément respecter ces valeurs locatives. Mais pour exemple, vous avez un collectif avec 2 bacs de 660 litres, donc 2 bacs 4 roues, et 5 appartements. Donc on a des T3, des T2, des T1 avec des valeurs locatives différentes. Ces 2 bacs vont être collectés toutes les semaines. Donc le coût de levée d'un bac, c'est 16,50 €. Donc ça va être 33 € toutes les semaines de part variable. Donc qu'on multiplie par 52. Et ce montant-là va être divisé en fonction selon les valeurs locatives des appartements. Va être réparti selon les valeurs locatives de ces logements. Après, j'avoue que c'est des informations, j'en conviens, que les personnes à l'accueil n'avaient pas forcément. Donc voilà, c'est aussi alors je m'excuse, mais c'est aussi un gros projet qui a été mis en place et du coup on a pris aussi les choses, on va dire, les unes après les autres. Et voilà, ça c'est un détail effectivement on s'est peut-être un peu loupé, mais en tout cas le calcul, voilà, le calcul, ce sera exactement comme ça. Mais c'est pareil en fait, ce calcul-là, il n'est pas forcément équitable parce que c'est pas forcément celui qui produit le plus de déchets. Tout à fait. On est d'accord. Qui paye le plus, quoi. Donc du coup, ce qu'on a et les bornes d'apport collectif auraient un autre souci, c'est que je repense à mes petites dames qui ont 80-90 ans. Elles sont déjà, ne serait-ce que d'apporter le papier, c'est nous qui le faisons, le verre, c'est nous qui le faisons. Tout à fait. Pour elles, ça serait juste pas possible. Donc l'équation est complexe, mais je pense qu'il y a eu un gros raté de com sur ça. Ah si, tu peux faire le tour de tous les immeubles dans le quartier. Il y a eu un gros raté de com. Donc voilà, maintenant le tout c'est de remettre les choses en place correctement pour que tout le monde soit bien informé. Tout à fait. Après, je répète que voilà, personne n'est parfait et que on a essayé d'intégrer les agences, les syndics, les bailleurs depuis 2 ans avec nous, et en fait, personne vient aux réunions, personne veut travailler, en tout cas s'intéresse à travailler avec nous. Par contre, c'est les premiers à venir se plaindre qu'il y a des dépôts sauvages, qu'il y a des sacs au pied des bacs, et voilà. Mais d'un autre côté, voilà, si on avait travaillé ensemble depuis le début, ce serait peut-être mieux passé. Voilà. C'est vrai qu'au début, on avait constaté aussi des dépôts sauvages dans mon immeuble. Il y avait des gens qui apportaient leurs déchets chez nous, à côté de nos poubelles. Oui. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui. Oui, parce qu'on a essayé de faire en sorte que les bacs soient assez isolés. Et puis, on travaille aussi sur l'ouverture des sacs. Donc, du coup, ça aussi, ça porte ses fruits. Après, voilà, c'est un changement qui ne se met pas en place du jour au lendemain. Et voilà, s'il faut travailler un peu plus particulièrement sur certains immeubles, on est vraiment prêt à le faire. On a des agents au terrain qui sont présents, qui passent sur Châteaubourg plusieurs fois par semaine et qui peuvent venir sensibiliser, il n'y a pas de problème. C'est terminé ? Oui. Oui. Bonsoir, juste une information concernant tout ce qui est achat par Internet. Donc ça veut dire livraison de colis, qui veut dire emballage grand carton. Quid des emballages sans carton? Qu'est-ce que vous en faites en tant qu'habitant, sachant que vous n'allez pas tout le temps aller à la déchetterie et badger pour stocker
si vous voulez, déposer les cartons. Parce que, ou alors, vous utilisez les sacs jaunes, que vous découpez les petits cartons, le grand carton, etc. Alors que plié, il pourrait être peut-être davantage valorisé. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que les grands cartons dans le sac jaune, ça pose un problème au niveau du centre de tri, puisque sur les grands cartons sur les chaînes, en fait, posent problème. Oui. Donc c'est pour ça que la filière vraiment dédiée, c'est vraiment les bennes déchetteries. Oui, mais les si vous cartons voulez, déchetterie. vous allez... Alors, j'entends bien, on n'a qu'à acheter local, etc. Mais ceci dit, le développement via Internet se fait énormément. Tout à fait. Les emballages arrivent en grand carton. Vous en faites quoi? Déchetterie. Déchetterie, Ouais. mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez le droit à combien de passages? 18. 18. Tu stockes dans ton garage. Donc c'est la réponse qu'on donne, d'accord. C'est la seule solution technique, en tout cas, aujourd'hui qu'on a, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Ou découper, d'accord. Merci. Le qu'en dira-t-on? Le qu'en dira-t-on? Le qu'en dira-t-on dit que demain, à cause de l'atomie, la taxe pour l'habitant sera nettement plus élevée qu'hier avec l'atome. Que répondre, si tel est le cas, donc si tel n'est pas le cas, on oublie, si tel est le cas, que répondre à un habitant qui prétend faire des efforts de tri, ne plus déposer sa poubelle toutes les semaines, etc., et finalement payer plus cher? Alors c'est vrai que l'année, on va dire cette année-là en tout cas, ça va être un réajustement. C'est-à-dire que les prix de tomes vont, enfin l'atomie en tout cas, a pour intérêt de rapprocher le financement de l'utilisation du service. Donc si je reprends en fait cette diapo-ci, nous aujourd'hui, on a un coût à l'habitant qui est de 65 €. Il y a des collectivités aujourd'hui qui sont passées en redevance incitative. La redevance, c'est le système, c'est tout simple, c'est un forfait à l'habitant. Donc ça veut dire qu'on prend 65 € et qu'on multiplie par le nombre d'habitants au foyer. Là, dans ces cas-là, là, on a une forte augmentation, en tout cas, du coût du service. Pour l'atomie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir, les élus ont décidé de rester quand même sur cette tome, qui est, on va dire, un impôt social, et qui va éviter aux personnes qui ont des faibles valeurs locatives, on va dire qui sont nombreuses dans des appartements, d'avoir cette forte augmentation. Donc l'intérêt de l'atome, c'est que on va dire que la marche, elle est moins haute par rapport à la tarification incitative. Après, c'est sûr qu'il va y avoir des réajustements. Je peux pas... Aujourd'hui, c'est pas vrai de dire que même si on présente une fois toutes les 3 semaines et qu'on fait des efforts de tri, la facture va baisser, puisque tout va dépendre de la valeur locative du logement. Effectivement, une habitation qui a une faible valeur locative, mais qui va présenter son bac tous les 15 jours, effectivement, là, on va dire que la facture va augmenter, mais elle se rapproche du coût du service. Donc, en fait, ce qui va être compliqué, c'est ce réajustement de cette année, puisque du coup, après, quand on va se référencer d'une TOMI à une TOMI, on va dire que quand on va comparer 2021 à 2020, là, on va vraiment voir l'impact d'une baisse de sortie de bac. Mais effectivement, quand on part d'une tome aujourd'hui de 65 €, il y a des gens qui payent 65 € de tome pour 4 personnes. Effectivement, elles ont un bac elles vont payer 3 € et quelques à chaque sortie de bac. Elles vont le présenter tous les 15 jours, c'est sûr. Elles vont peut-être doubler leur facture. Mais on va dire que ce coût-là se rapproche de l'utilisation de service. Et donc, c'est effectivement, après, l'année d'après, effectivement, on pourra comparer. Mais voilà, cette année-là, c'est un réajustement. Et effectivement, on va avoir les gens qui vont augmenter, c'est effectivement ceux qui ont une faible valeur locative et qui présentent beaucoup. Est-ce que de dire que le fait que Châteaubourg ait globalement des valeurs locatives plus élevées que des communes rurales un peu plus éloignées fait qu'on va être sans doute un peu moins impacté oui, tout à fait, par ce changement. Voilà. Les communes qui vont être le plus impactées et qui vont vraiment sentir la différence, c'est des communes
plutôt rurales, qui ont des valeurs locatives très faibles. Ouais. D'où je dirais que la différence devrait être vraiment amoindrie du fait qu'avant on payait une taxe d'ordures ménagères sur nos valeurs locatives qui sont à Châteaubourg ou à Château-Giron ou à Vitré même plutôt élevées. Tout à fait. Et suivant les quartiers, c'est pas les mêmes, mais bon, globalement, le développement de Châteaubourg est assez récent. On a des valeurs locatives assez récentes sur une grande partie de la commune, et donc des valeurs locatives assez élevées qui font que ça va limiter cet impact pour notre commune en tout cas. Tout à fait. Oui, Anne Steyer. Oui, je voulais simplement rappeler, pour l'avoir vécu de l'intérieur, le gros travail qui a été fait en amont, le nombre très conséquent d'ateliers qui a eu lieu avec toutes les communes pour pouvoir aboutir à ces solutions-là. On sait qu'elles ne sont pas parfaites, bien entendu, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment un très gros boulot auquel tout le monde aurait pu participer, puisque tout le monde était invité à un moment ou à un autre à participer à ces ateliers. Je voulais revenir aussi sur le fait qu'en creux, l'idée est quand même d'inciter les gens en amont à faire des choix dans leurs acquisitions qui limitent la génération de déchets au départ. Donc c'est à prendre aussi en compte dans les démarches globales. Je vous invite d'ailleurs à télécharger la nouvelle application Tendance Objectif Zéro Déchet à Châteaubourg, qui a été créée par un castelbourgeois, qui vous permet, une application pour ceux qui font du footing, de suivre ces progressions de gestion des déchets. Voilà, c'est la petite page publicitaire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions que vous souhaitez poser? Non, eh bien, écoutez, on va vous remercier en tout cas. Merci beaucoup. Je salue également l'énorme travail qui a été accompli par les services du SMICTOM et par les élus du SMICTOM dans leur ensemble. J'ai eu peut-être l'occasion de le dire, je ne sais plus si c'est ici ou si c'est dans d'autres réunions, mais les enjeux du prochain mandat, notamment, des 10 prochaines années sur les déchets sont colossaux. Il y a des gros investissements à faire puisque l'outil de valorisation des déchets est à revoir, et donc il faut savoir sur quel sujet on va, quel positionnement, sachant que ça ne peut pas se faire à l'échelle uniquement de notre territoire et que c'est un enjeu, on va dire, au moins régional, avec des sectorisations de déchets. Est-ce que chaque territoire doit recycler, revaloriser sur son territoire ses déchets, ou est-ce qu'on doit mutualiser les outils avec d'autres territoires, avec toute la gouvernance politique que ça entraîne? Donc il y a des enjeux passionnants sur le SMICTOM qui sont chronophages. Mais voilà, je tenais vraiment à saluer le travail des élus et des administratifs du SMICTOM, parce que avec l'eau, je pense que c'est les deux gros sujets du prochain mandat. Donc merci beaucoup et bon courage. C'est prévu. Alors, désignation du secrétaire de séance. Bertrand. Ah non, Aude? Allez, Aude. Aude, tu as levé la main. Secrétaire de séance. Je vais prendre les deux premières délibérations, je crois, qui étaient affectées à Hubert, mais je vais te les piquer. Donc il s'agit de la compétence. Donc c'est au dernier conseil qu'on a transféré nos budgets assainissement et les excédents vers l'interco. Et là il s'agit de valider la prise de compétence eau, assainissement et gestion des eaux pluviales. Ah, on n'a pas approuvé le procès verbal. Excusez-moi, je vais trop vite. Donc approbation du procès verbal. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, une remarque de Monsieur Guéguin. C'est une remarque, je m'exprime en quelque sorte collectivement. Ça porte dans le procès verbal sur la question, sur la délibération 189. 189. Alors, je ne peux pas vous donner la page parce que, comme d'hab, c'est pas numéroté. Rue du Plessis-Beucher, oui. Alors, in fine de cette délibération,
les élus minoritaires présents ou représentés, il est mentionné qu'ils se sont abstenus. En fait, nous n'avons pas participé au vote. Voilà. Merci. Dans le cas de doute, vous pouvez faire intervenir la VAR. Tout à fait. Voilà. Non, mais ça a été enregistré. Nous vous croyons. Bien. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, avec ces changements, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc, je vous propose de valider ce procès-verbal avec ces changements. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est approuvé. Donc, délibération 192, modification des statuts de Vitré Communauté. Donc, vous avez le récapitulatif de l'ensemble des statuts, ce que je ne veux pas tout vous relire, mais ça vous permet au moins d'être à jour sur quelles sont les compétences de Vitré Communauté. Et donc, il y a 3 compétences qui sont dans le cadre d'une modification législative. Donc, le transfert de la compétence eau, le transfert de la compétence assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales. Pour l'eau, ça va être une délégation au CIMEVAL, puisque le syndicat des eaux va disparaître et va, entre guillemets, fusionner et intégrer le CIMEVAL. Et donc, c'est le CIMEVAL qui gérera par délégation cette compétence eau. Pour l'assainissement et les eaux pluviales, c'est donc Vitré Communauté qui va le gérer. Vous avez une autre délibération pendant 1 an, le temps de mettre en place un service, etc., et de se caler. Il va y avoir des conventions de passer avec les communes pour que les communes continuent de gérer pendant 1 an ce service-là. Nous, globalement, pour l'assainissement, ça consiste en quoi? Essentiellement en un transfert du contrat de délégation de service public que nous avons avec Veolia. Donc, je dirais l'impact sur la gestion quotidienne, il est quasi neutre. Et après, c'est vrai que sur des travaux importants d'assainissement, une future station d'épuration ou des nouveaux réseaux ou voilà, des travaux importants, c'est plus nous qui porterons les travaux, mais c'est Vitré Communauté qui portera ces travaux. La gestion des eaux pluviales également, je suis assez prudent puisqu'on va sans doute évoluer aussi, puisque la commission mixte paritaire qui s'est tenue, et parce que toutes les lois, là, c'est pas encore voté, ou je ne sais plus si c'était cette semaine ou pas, mais bref, on est encore dans un... Ça a été voté cette semaine peut-être. Bon. Donc du coup, c'est encore... Voilà. Et peut-être que la gestion des eaux pluviales va être redéléguée aux communes. Donc on est à Vitreco encore en train de s'interroger sur tout ça. Donc il y aura des réunions précédemment. Mais ce qui n'empêche pas le transfert de compétences. Et là, de toute façon, avec la délibération suivante, on est sur une convention d'1 an où Vitré Communauté nous délègue cette compétence pendant 1 année. La gestion, on va dire, pendant 1 année. Mais c'est vrai que les eaux pluviales... C'est un peu particulier parce que c'est souvent intégré à d'autres travaux. Comment on valorise tout ça, comment on détaille toutes les factures de tout ça, quel code-part, etc. Je peux vous dire que c'est un peu flou et qu'on n'y voit pas encore très clair là-dessus. Mais ce qui n'empêche, il faut que Vitré Communauté prenne la compétence et donc les communes membres de Vitré Communauté doivent donc valider cette prise de compétence. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose de mettre... Oui. Oui, tout à fait. De la commune. Alors, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'au dernier conseil, on a voté en fait le transfert de nos excédents. Donc la commune de Châteaubourg avait un excédent d'1,5 million, je crois, 1,8 million, 1,8 million euros. Donc on avait 1,8 million euros de trésorerie dans notre budget assainissement qui était prévu pour justement renouveler notre outil de station d'épuration. Cet argent-là a été transféré à Vitré Communauté. On a aussi, nous, un excédent tous les ans. Notre budget dégage 300 et quelques mille euros d'excédent, donc qui peuvent permettre de faire un emprunt et de financer tout ça. Donc nous, on l'avait, entre guillemets, prévu et on avait les moyens de financer sur le budget assainissement. Donc tout ça, c'est transféré. En fait, l'ensemble de ces ressources-là ont été transférées à Vitré Communauté. C'est maintenant Vitré Communauté qui capte nos excédents du budget assainissement et qui vont servir à financer. Par contre, l'emprunt, ce n'est pas nous qui allons le faire aujourd'hui, c'est Vitré Communauté qui va faire l'emprunt complémentaire nécessaire à la réalisation de la future station d'épuration. Voilà.
Donc voilà, on est vraiment sur un transfert complet du budget assainissement. Je dirais que le budget Châteaubourg a cet avantage d'être un budget excédentaire, qu'on a encore des prix de l'eau aussi qui sont relativement faibles, donc il y a aussi des marges d'ajustement si Vitré Communauté le souhaitait. C'est vrai que ça peut poser question dans des budgets qui sont plutôt déficitaires. Des communes sont très contentes de transférer leur budget déficitaire à Vitré Communauté. Donc on a actuellement voilà, quelques débats aussi au sein de Vitré Communauté sur ces transferts et qui doit payer quoi. Mais nous, bon voilà, on aurait pu, s'il n'y avait pas eu d'investissement, peut-être qu'on se serait posé beaucoup de questions sur le transfert d'1,6 million ou 1,8 million, j'ai plus le montant, 1,6 million, sur le fait de transférer 1,6 million à Vitré Communauté alors qu'on n'a pas d'investissement. Bon, il se trouve qu'on a un investissement important à réaliser aux alentours de 2021-2022. Donc voilà, la question de toute façon de cet excédent, il aura été absorbé par la réalisation de la station d'épuration. Donc il n'y a pas de question à se poser en tout cas sur le transfert pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Écoutez, je vous propose de mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et donc la délibération 193, on est sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur vraiment la délégation, enfin la signature de convention de gestion, exactement, entre Vitré Communauté et les communes, pour que dans cette période d'une année, Vitré Communauté puisse se structurer, en tout cas, et prendre la mesure de l'ensemble des réseaux d'assainissement, des stations d'épuration, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et je passe la parole à Aude. Merci beaucoup. Modification du tableau des effectifs pour ce qui concerne notre gestion des ressources humaines. Il est proposé ce soir, suite à l'accord du comité technique, de transformer le poste de technicien pour la gestion des réseaux et des fluides, et de transformer le grade minimum en adjoint technique territorial principal deuxième classe et grade maximum technicien principal première classe. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Nous en avons parlé en commission ressources. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc il s'agit, voilà, pour ceux qui essayent de comprendre quel poste c'est l'ancien poste de Thierry Offret qui est parti à la retraite, qu'on a modifié un petit peu. Et le gros travail de ce poste, c'est aujourd'hui de faire le recensement de l'ensemble de nos réseaux, de les cartographier. Donc ça passe des réseaux eau, assainissement, la fibre, les télécoms, et j'en oublie, l'électricité. À titre d'exemple, on est en travaux au niveau du centre commercial Bel Air, et aujourd'hui, parfois, on met des coups de pelleteuse et on découvre, n'est-ce pas, Serge, qui est sur les chantiers, on découvre parfois des réseaux qui ne sont pas cartographiés et dont on ne sait pas ce qu'il y passe, et que si on coupe le câble, qu'est-ce qui se passe. Donc l'objectif, là, le gros travail à faire de cette personne-là, c'est de nous mettre tout ça à jour, de tout intégrer, qu'on puisse, voilà, puisque maintenant ça va vraiment être une obligation qui va nous être demandée. Donc on a un gros boulot pour éviter quelques déconvenus parfois de coups de pelleteuse. Voilà. On continue? Merci. Oui, il y a eu un vote à l'unanimité. Deuxième modification au tableau des effectifs. Alors, cette deuxième modification concerne le service périscolaire pour 2 agents. C'est pour vous expliquer aussi, ces 2 agents du périscolaire ont l'habitude de faire des heures complémentaires, et ce tous les mois, et ce depuis plus d'1 an. Donc, il est proposé ce soir au conseil municipal d'augmenter leur temps de travail. Ces agents travaillent aujourd'hui à raison de 22h25 pour l'une, 25h75 pour l'autre. Donc il est proposé ce soir au conseil municipal d'augmenter le temps de travail jusqu'à 28 heures pour chacun de ces deux postes. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 196. Alors la délibération 196 est extrêmement longue et je ne la lirai pas.
contre toute attente. Et elle vient juste corriger la délibération qui a été passée il y a quelque temps. En fait, très simplement, je vous explique, c'est purement administratif. La trésorerie nous demande de faire une seule et même délibération pour tout ce qui concerne le RIFSEP. Le RIFSEP, vous savez, c'est le nouveau régime indemnitaire de nos agents. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez en détail l'IFSE et le CIA, mais dans une seule délibération, alors qu'avant, il y avait 3 délibérations. Voilà. Y a-t-il des questions? Je peux répondre à toutes les questions si vous le souhaitez, mais voilà, ça a été épluché en commission. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. On continue. 197. Alors, délibération 197, c'est la création d'emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité. Pour l'année 2020, vous savez que toujours la trésorerie nous demande une sorte de prospective des emplois dont nous allons avoir besoin pendant l'année. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez plusieurs tableaux en fonction des secteurs. Et vous avez pu noter qu'il n'y avait pas de différence par rapport à l'année dernière. Ça ne signifie pas que nous embaucherons ces agents-là. Ça signifie que potentiellement, on pourrait peut-être avoir besoin de cela, mais sans aucune certitude. C'est un exercice que l'on nous impose depuis déjà 3 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Gratification d'un stagiaire à la bibliothèque, 198. Absolument. Alors, la bibliothèque, là pour le coup, je vais lire la délibération. Considérant que dans le cadre d'une convention conclue entre la commune et un établissement scolaire, un étudiant va réaliser un stage au sein de la bibliothèque de la commune et considérant que dans ce cadre, il réalisera un travail sur un projet d'atelier nouveaux médias du 17 février au 6 juin 2020, il s'agira de travailler notamment sur des ateliers numériques à destination des publics en difficulté avec l'outil informatique et en partenariat avec les structures locales, entre autres le CCS, le PAE, le CLIC. Il est donc proposé au conseil municipal de verser à ce stagiaire une gratification dont le montant maximum est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3,75 € en 2019 pour 35 heures semaine. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, une question de M. Diaz. Merci. Par curiosité, la formation du stagiaire, de l'étudiant, c'est un stagiaire? Quelle formation il a? Alors, c'est un stagiaire, je n'ai pas vu son CV, donc je ne sais pas répondre à cette question. Est-ce que Bertrand, tu sais? Alors, par contre, ce qu'il est possible de faire, si ça vous intéresse, c'est que dans le compte-rendu de ce CM, on réponde à cette question. C'est un Master 2, Master 1, quel niveau? Vous ne savez pas? Aucune idée, je ne sais pas. J'ai pas vu le CV. Bertrand regarde. Mais on rejoindra. Ouais, on continue. On te laisse chercher. Délibération. Du coup, je mets au vote quand même. On n'a pas voté. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 199. Décision modificative. Alors, absolument. Décision modificative numéro 5 de l'exercice 2019 pour ajuster les inscriptions budgétaires. Je propose de répondre aux questions s'il y en a. Donc, il s'agit essentiellement d'une augmentation du budget RH à hauteur de 91 000 €. Pour rappel, on avait voté un budget RH identique à 2018. Voilà, c'était un peu ambitieux, sans doute. Bon, voilà, on s'était dit qu'on n'allait pas avoir d'augmentation RH entre 2019 et 2018. Bon, voilà. Même si ces derniers mois, on est revenu à un budget mensuel identique, on a eu un début d'année où on a un peu, voilà, pour déraper, mais il y avait quelques arrêts, quelques beaux congés maternité, voilà, n'est-ce pas Claire? Et puis il y en a eu d'autres, mais c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc voilà, donc globalement, on aura un budget, un CA RH qui sera d'environ 91 000 € supérieur au budget RH de 2018, ce qui fait une augmentation de 2 et quelques %, ce qui est très classique, puisque c'est globalement, ça correspond à l'augmentation des indices, des évolutions de carrière, etc. Donc voilà, on a essayé,
Bon, voilà, ça n'a pas tenu. On sait de toute façon, globalement, tous les ans, on prend 100 000 euros d'augmentation sur un budget de 3,5 millions aujourd'hui. Mais voilà, on a du mal à faire moins de 100 000 euros d'augmentation par an. Difficile. Mais il y a une population qui augmente, voilà, il y a des services supplémentaires, et puis il y a des indices, des points d'indice et des carrières hein, qui bougent. Donc bon, c'est comme ça. Oui. Ma DGS me dit comme les salaires sont faibles, il faut bien qu'ils augmentent. Hein. Ne polémiquons pas dans cette période un peu tendue. Alors, un, ils n'ont pas augmenté, Claire. Et deux, il y a également eu un petit souci. Nous avions du retard quant aux visites médicales obligatoires. Et ça a un vrai coût pour la commune aussi. Voilà. C'est vrai. Il y a eu plein de sujets. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Budget principal, toujours Aude. Et budget principal, comme chaque année, nous demandons ce soir au conseil municipal l'autorisation d'engager et de mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif à hauteur d'un tiers des dépenses, comme chaque année. Classique. Pas de questions, je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 201. Délibération 201, il s'agit là d'autoriser, d'engager également et de mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget principal, budget primitif 2020, du budget annexe RIPAM, pardon. Même chose, est-ce qu'il y a des questions ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. 202. 202, autorisation d'engager et de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2020 pour le budget annexe gendarmerie. Toujours pas de questions. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. 203. Alors, comptabilisation des travaux en régie pour le budget principal et les budgets annexes RIPAM et gendarmerie. Là, il est proposé en réalité au conseil municipal d'approuver la comptabilisation des frais de personnel pour des travaux réalisés en régie par l'application d'un pourcentage de 5% au montant TTC de la matière première achetée sur le budget principal et les budgets annexes gendarmerie et RIPAM. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 204. Alors, délibération 204. Excusez-moi, je n'ai pas sorti ma feuille. Il s'agit des tarifs. Les tarifs n'ont pas évolué par rapport à 2019, mais il y a une nouvelle ligne. Aidez-moi. Il y a une nouvelle ligne, je ne sais plus où, sur les locations de salles. Voilà, merci beaucoup Claire. Pour la salle des Vergers, il est proposé une ligne supplémentaire. Donc, sur les tarifs des salles, des locations de salles, et entre autres pour la salle des Vergers. La dernière ligne de vos tableaux indique un montant de 30 € pour forfait rassemblement familial suite à des obsèques. C'est une ligne nouvelle. Cette même ligne se trouve également pour la salle de la Goulgatière et pour la salle Saint-Melaine, dite Henri Grouès. Voilà. Y a-t-il des questions Pas de questions, pas de remarques. Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. C'est adopté à l'unanimité. Délibération 205 et nous changeons d'interlocuteur. C'est Catherine. Oui, alors là, il s'agit de remboursement de frais pour à l'ouverture de la maison de santé, comme vous avez pu le constater. Donc effectivement, donc pour rappel, la commune dispose de quelques espaces dans cette maison de santé, dont 2 cellules et une salle de réunion. Donc effectivement, avant la mise en place de la première réunion de syndic, les copropriétaires ont donc procédé à l'achat de quelques petits matériels et produits pour équiper les espaces, notamment l'entretien des espaces communs aux copropriétaires et les WC. Donc, je vous propose ce soir d'autoriser le remboursement. Donc là, il vous est précisé de 43,55 €, mais après recalcul de la part de Monsieur Rossignol, il s'agit
de 42,42 € par rapport à notre quote-part dans cette copropriété. Donc de rembourser donc ces 42,42 € à la société médicale SCM des Bretonnières pour le compte des espaces communs de la maison de santé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et je repasse la parole à Aude. Alors, nouvelle délibération concernant cette fois-ci les marchés publics et notre site internet. Nous devons procéder à une modification. Il y a quelque temps, nous avons attribué à la société Créasite le marché de refonte et de maintenance du site internet de la ville pour un montant de 15 972 € TTC. Or, il est nécessaire aujourd'hui de modifier certains aspects de graphisme et de développer des modules supplémentaires sur le site en ligne. Par conséquent, il est proposé ce soir au conseil municipal d'accepter 2 devis de 759 € TTC et de 1836 € TTC, soit une plus-value de 2595 € TTC. Voilà. Je ne sais plus c'était quoi les modules supplémentaires. C'est le graphisme surtout. Mais, ah oui. Bon. Ok, donc oui, essentiellement refonte graphique et puis un module qui touche les réseaux sociaux, qui sont un outil de plus en plus utilisé, où nous sommes de plus en plus sollicités aussi par les habitants via les réseaux sociaux en direct. Donc il y a quelques adaptations du site à faire. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, Christophe. Micro. C'est bon. Est-ce qu'on peut profiter de l'occasion pour mettre le site aux normes par rapport au RGPD? J'avais déjà signalé le sujet à sa livraison. Il n'y a pas de cookie consent, alors c'est une obligation. Et que quitte à faire des travaux dessus, je pense que c'est peut-être le moment de le faire. Ça fait quand même plus d'1 an que le règlement est sorti. Et là, si j'ai bien compris, on va installer des éléments par rapport à Facebook, aux réseaux sociaux, ce qui va rajouter des cookies sur le site, qui va nous mettre encore plus en non-conformité, quoi. Voilà. La remarque est notée et sera posée aux prestataires. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 207, Arnaud Dupuis. Eh bien justement, on va parler RGPD. On a travaillé, c'est un boulot d'équipe. Alors, vu les différents règlements européens et les différentes lois, dont je ne vais pas vous citer les différents numéros, le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 10 du Conseil communautaire du 20 janvier 2017, validant le schéma de mutualisation de Vitré Communauté, et c'est là où on va entrer dans le dur, considérant l'obligation pour les entités publiques de protéger les droits des citoyens, que ce soit pour le recueil, la conservation et l'utilisation des données qui les concernent, et ceci qu'ils soient usagers des services publics ou agents des collectivités, considérant, parce que c'est un peu flou toutes ces histoires de RGPD, donc c'est un peu l'occasion de l'expliquer, considérant l'obligation pour chaque entité publique de se doter à cette fin d'un délégué à la protection des données, déclaré auprès de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, et de mettre aux normes la politique de constitution et de conservation des fichiers et des données à caractère personnel, qu'ils soient sous format numérique ou papier, considérant que le respect du règlement européen 2016-679 impose un travail préalable conséquent pour réaliser un diagnostic, constituer les registres de traitement, identifier et mettre en œuvre les solutions, définir les procédures applicables à toute nouvelle création de fichiers et que ce travail spécifique ne pourra être effectué qu'avec l'implication des services en surcroît de leur mission, considérant que la proposition du CDG 35 d'un dispositif intercommunal de services de délégués à la protection des données mutualisées à destination des collectivités d'Ille-et-Vilaine sous la forme d'une adhésion groupée réunissant un EPCI et ses communes membres volontaires sur la période couverte par la convention d'une durée de validité de 3 ans, ceci sous la condition de regrouper
la majorité des communes ou l'ensemble des communes totalisant au moins la moitié des habitants du territoire. Considérant que ce dispositif repose sur un conventionnement distinct entre le CDG 35, avec d'une part à titre gratuit de l'intercommunalité qui devra mettre à disposition un correspondant RGPD, pour la coordination, l'animation et la bonne mise en œuvre de l'intervention du délégué à la protection des données, le DPD, porté par le CDG 35 auprès de Vitré Communauté et des communes de Vitré Communauté adhérentes au dispositif, dont Châteaubourg fait partie. Et que d'autre part, de chaque commune membre volontaire qui devra participer à hauteur de 0,37 € par an et par habitant pour le fonctionnement du service de délégué à la protection des données porté par le CDG 35. Donc ça, c'est le coût que l'on va avoir. Chaque entité publique devant déclarer à la CNIL, auprès de la CNIL, le CDG 35 comme DPD pour ses besoins propres, et considérant que cette adhésion au dispositif intercommunal de services de délégué à la protection des données mutualisées du Conseil du CDG 35 est suspendue à l'engagement de la majorité des communes, comme j'ai dit tout à l'heure, ou à l'ensemble des communes totalisant au moins la moitié des habitants du territoire. Et suite à la présentation en commission culture, communication et numérique du 5 décembre dernier, il est proposé au conseil municipal de valider l'adhésion de la ville de Châteaubourg au dispositif intercommunal de services de délégué à la protection des données mutualisées proposé par le CDG 35, de valider la désignation du CDG 35 comme délégué à la protection des données de la ville de Châteaubourg auprès de la CNIL, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les données, toutes les pièces relatives à ce dossier. Alors j'ai pris le temps de le lire parce que c'est une délibération importante qui concerne vraiment tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 208. Alors celle-ci, je vais être un petit peu plus rapide, puisque, vous le savez, tous les ans, on fait des demandes de subventions au titre de la DETR et de la DSIL. Alors la DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, et la DSIL, c'est la dotation de soutien à l'investissement local. Et on fait ces demandes auprès de ces deux organismes pour une subvention pour équiper les écoles en matériel numérique. Et là, cette année, on vous propose de faire cette demande de subvention qui correspondra à 2 fois 25% de la somme totale, qui est d'un minimum de 5 000 €, pour équiper les écoles de 2 vidéoprojecteurs ultra courte focale par école et d'ordinateurs pour l'école de Gaulle qui ont besoin d'être remplacés pour les enseignants personnels. Voilà, soit pour un montant total de 7 519 €, un autofinancement communal de 3 759,50 € et 2 fois 1 879,75 € de demande de subvention. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions ? Les remarques, je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et je passe la parole à Hubert Desblés. Ouais, et donc même chose, hein, c'est demande de subvention au titre de la DETR et de la DSIL, donc pour le centre commercial Bel Air, notamment les sanitaires publics et l'accessibilité des ERP. Donc juste pour rappel, la mairie donc envisage la mise en accessibilité des sanitaires publics de Bel Air pour les PMR. Le montant donc de ce projet est estimé à 39 350 € hors taxe. Un financement prévisionnel donc réparti comme suit, hein, 11 805 € au titre de la DETR et 11 805 € au titre de la DSIL. Chacun de ces montants représentant 30% de la dépense hors taxe, et donc il reste 15 740 sur les fonds propres, soit 40% de la dépense hors taxe. Donc suite à la présentation du sujet en commission ressources du 9 décembre 2019, il est proposé au conseil municipal d'approuver donc ce plan de financement, de solliciter les subventions donc de 11 805 € auprès de l'État au titre de la DETR et 11 805 € au titre de la DSIL, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Je vais juste apporter une toute petite correction par rapport aux montants qui ont été indiqués pour que personne ne soit surpris à la lecture du procès verbal. En fait, la DSIL, on a déjà obtenu l'année dernière un montant de 8 309,90 €. Donc on ne va pas redemander ce montant cette année. On va simplement, parce qu'on ne peut pas le faire, on les a appelés, on ne peut pas demander 2 fois une même dotation pour un même projet. Par contre, on va bien demander le montant de 11 805 € pour la DETR. Voilà.
Il s'agit de toilettes publiques auto-nettoyantes qui seront installées voilà, à l'arrière, enfin à peu près à l'emplacement d'où étaient les anciennes toilettes de Bel Air. Donc voilà, en cours de choix, de discussion sur le modèle, sur le machin. Bref, j'en ai testé quelques-uns au Congrès des maires. Je commence à être un spécialiste du toilette auto-nettoyant. Et accessibilité, bien sûr, c'est l'avantage aussi de ces blocs auto-nettoyants, c'est que tout est accessible, tout est fait, voilà, tout est adapté à l'intérieur et c'est toujours propre 24/24, 7 jours sur 7. Ce qui n'était pas le cas des anciennes toilettes de Bel Air. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté à l'unanimité. Délibération 210. Oui, et qui concerne effectivement la gendarmerie avec un avenant, l'avenant numéro 1, pour le lot numéro 8 qui concerne les menuiseries intérieures bois. Donc, lors de la passation de l'avenant numéro 1 pour l'entreprise Cardinal, qui avait le lot numéro 8, menuiserie intérieure bois, suite à une erreur de montant, une confusion entre l'offre déposée et l'offre retenue par la mise au point de marché, le montant du poste 5.5, M5 atelier d'armes, supprimé était de 2624,96 € hors taxe, alors qu'il aurait dû être de 1943,19 € hors taxe. Donc, en conséquence, il résulte une différence de 681,77 € hors taxe. Montant du présent avenant. Donc, il est, après avis favorable de la commission communale des marchés et procédures de la commission MAPA, la présentation du sujet en commission travaux et urbanisme du 3 décembre 2019, il est donc proposé au conseil municipal de valider cet avenant et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 211. On vient au prime vert avec le terrassement voirie assainissement, lot numéro 1 et l'avenant numéro 9. Alors, juste un petit rappel, effectivement, dans le cadre de la restructuration du secteur des primes verts, il est aujourd'hui nécessaire de régulariser des travaux qui ont été réalisés par l'entreprise ASPO, qui était conjoint du groupement d'entreprises dont l'entreprise Craig est titulaire sur le lot numéro 1, terrassement voirie assainissement. En effet, même si ces travaux ont été réalisés en 2013 et 2014, ils n'avaient jusqu'alors pas fait l'objet d'un consensus entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage pour l'établissement de prix nouveaux. Il s'agit aujourd'hui d'entériner donc ces prix nouveaux utilisés lors du paiement des situations en 2013 et 2014 qui n'ont pas d'impact à la hausse sur le marché de travaux initial. Il s'agit également de rajouter un délai supplémentaire de 7 semaines pour la réalisation des travaux de finition de l'ensemble du secteur de la ZAC des primes verts, qui était dû effectivement, il fallait attendre que la construction, l'ensemble, soit terminée avant de faire les voiries définitives, ce qui a été fait récemment. Et donc tout ça étant terminé, après avis favorable de la commission MAPA et suite à la présentation du sujet en commission travaux du 3 décembre dernier, il est donc proposé au conseil municipal de valider ces prix nouveaux, de valider la prolongation des délais et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 212. Centre commercial Bel Air pour le lot numéro 1 qui concerne le terrassement voirie eau pluviale et le lot numéro 3 éclairage réseau souple, réseau divers et donc l'avenant numéro 1. Donc pour rappel, l'ensemble, vu les différentes délibérations, mais pour faire suite surtout à des aléas et des adaptations de chantier, aussi des oublis de maîtrise d'œuvre et des opportunités. Donc après avis favorable de la commission communale des marchés à procédure adaptée, suite à la présentation du sujet en commission travaux et urbanisme du 3 décembre, il est donc proposé au conseil municipal de valider l'avenant numéro 1 de 51 500,10 € hors taxe pour l'entreprise SRAM pour le lot numéro 1 qui fait passer donc le marché de 424 909,25 € hors taxe à 476 409,35 € hors taxe. Travaux qui concernent alors 2 ou 3 postes, surtout de gros postes en tous les cas, notamment donc la rehausse du giratoire, puisqu'on a adapté le profil de la route départementale qui venait se raccorder sur le centre commercial, et donc il a fallu rehausser les niveaux, donc un rajout de grave bitume assez important. Il y a eu aussi rajout de dalles pododactyles, rajout de terre végétale, etc. Donc qui justifie cet avenant numéro 1, et de valider également l'avenant numéro 1 de 3 972,50 € hors taxe pour l'entreprise Sorellum, lot numéro 3 faisant passer le marché de 102 680 € hors taxe à 106 652,50 € hors taxe. Pour ce qui concerne l'entreprise
Sorelum, c'est des tranchées en fait tranchées et le passage de fourreaux supplémentaires qu'on a envisagé notamment pour la fibre, qui n'était pas prévu au départ. Donc ceci explique cela. Et donc il est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions sur cet avenant? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Juste pour information, donc là, une bonne partie des travaux va être fait là est en cours aujourd'hui, demain, après-demain, sur toute la partie devant le centre commercial. Donc les enrobés, les bétons et tout ça, ça va être terminé. On est même en train de faire les plantations. Jeudi soir, allez, vendredi, on ne sait jamais. Ensuite, il va y avoir une grave bitume provisoire qui va être mise, qui va permettre de faire le tour du centre commercial Bel Air. On va isoler le chantier des cellules commerciales sur l'arrière. Et il va y avoir une pause, le temps des fêtes de fin d'année pour permettre aux commerçants de pouvoir être un peu tranquille, de souffler un peu sur ces travaux dont on mesure en effet la pénibilité et les difficultés pour se garer, etc. Donc là, ça va être un peu mieux pendant les 15 jours des fêtes de fin d'année. On va pouvoir à nouveau refaire le tour. Les enrobés vont être faits devant. On va pouvoir se stationner de façon plus traditionnelle, on va dire. Donc voilà, et ça repartira après les fêtes de fin d'année pour terminer les cellules commerciales, notamment sur l'arrière, et puis après faire toute la partie arrière et la rue aussi qui passe entre les immeubles bleus et le centre commercial. Toute cette rue-là a terminé. Donc encore un peu de travail. Tout le mois de janvier? Ah bah là, on en est jusqu'au printemps, oui, jusqu'au printemps, voilà. Les cellules commerciales, ça va être un peu réserve des conditions météo. Voilà, ça dépend du gel, ça dépend de tout ça. Ah oui, d'accord. Donc on en est, une fin des travaux au printemps. On n'a pas de date précise, ça dépend de la météo maintenant. Oui, je passe la parole à Anne Steyer. Sur les murs, les choix vont être faits. Alors, on a abandonné les couleurs vives, on a essayé, on voulait voir ce que ça donne. On n'a pas eu d'emballement plus que ça, donc on n'a pas encore arrêté la couleur. On a vu l'ABF, puisque c'est soumis à Bâtiments de France, donc on partirait sans doute, mais ça reste, on va refaire des essais. L'idée, c'est de tester à nouveau des peintures, donc c'est l'entreprise Leja qui a été retenue par le syndic, donc qui connaît bien le bâtiment, parce que c'est lui qui avait fait le précédent ravalement de façade. On partirait un peu sur l'esprit de la cour des artistes, plutôt sur un enduit un peu à la chaux, un livre sur l'étagère, avec un bandeau bois au-dessus, et vraiment faire ressortir plutôt les enseignes, que ce soit les enseignes qui soient un peu punchy. Donc inverser finalement ce qu'on avait prévu, et puis essayer de ramener des éléments de couleur avec du mobilier ou des œuvres d'art ou autres, mais ça on verra. Donc il y aura des tests à nouveau de fait de couleurs, mais on va essayer de garder un peu l'esprit de la cour des artistes, de faire un rappel. À propos du mobilier, j'ai vu 3 bancs de placés, ils sont encore emballés. Ils seront scellés bientôt, pas encore? Chef de chantier? Alors, au sujet du mobilier, toute la partie arrière ne va pas être posée en ce moment parce que c'est pas terminé. Les 3 bancs, on est en train de les positionner pour voir où ils pourraient s'adapter, comment les positionner. Et ça, c'est une question qui va être vue demain matin à la réunion de chantier. Merci de ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Eh ben, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'était déjà, on avait déjà voté, non? Ah non? Bon, c'est adopté à l'unanimité. Délibération 213. Le choix des entreprises pour le projet de construction de la maison de l'enfance. Donc, pour rappel, vu la délibération du 16 mai 2018, attribuant le marché de maîtrise d'œuvre en vue de la construction de la maison de l'enfance, groupement représenté par l'agence d'architectes Muricerie.
Donc l'analyse des offres se base sur les critères de sélection définis dans le règlement de consultation, 60 points pour la valeur technique et 40 points pour les prix des prestations. Dans le cadre du projet de la construction de la maison de l'enfance, une consultation des entreprises a été effectuée le 7 octobre 2019 avec une remise des offres au 8 novembre 2019 et après analyse des offres par la maîtrise d'œuvre, il est proposé de retenir les entreprises suivantes que l'on retrouve dans le tableau. Je vous fais grâce de la lecture. La variante exigée pour le lot 1, banc en béton, a été retenue. La variante exigée pour le lot 6, changement de référence pour l'isolation par l'extérieur, n'a pas été retenue. Le lot 7, menuiserie extérieure mixte bois alu, n'a reçu aucune offre. Une nouvelle procédure d'appel d'offres sera lancée par la collectivité. Les lots 8, 9 et 11 nécessitant un complément d'information, les entreprises seront retenues ultérieurement. Donc il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission MAPA et après présentation du sujet en commission mixte urbanisme, travaux et enfance jeunesse scolaire en date du 3 décembre 2019, de retenir les entreprises pour les montants précisés dans la présente délibération, ainsi que la variante du lot 1, de relancer une nouvelle consultation pour le lot infructueux et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ces marchés. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et puis, il n'y a plus qu'à démarrer un nouveau chantier. C'est reparti. Délibération 214. Je passe la parole à Arnaud Dupuis. On va parler des locaux de la Poste et d'un nouveau bail commercial. En fait, le bail actuel a pris fin au 31 décembre 2018. Il est actuellement en tacite reconduction et il s'agit juste de régulariser les choses et de repasser en bail commercial entre la Poste et la commune pour un engagement d'une durée de 9 ans, avec un loyer annuel fixé à 21 586,16 € et indexé sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Je ne sais pas quel est l'avenir de la Poste dans 9 ans, mais au moins on a 9 ans de bail. Voilà, ça va être un 369, quoi. Voilà. De délibération 216. Alors l'autorisation 215, oui. Ah oui, autorisation pour les 215. ouvertures dominicales des commerces. L'autorisation pour l'année 2020. Alors vu les différents articles du Code général des collectivités territoriales, du Code du travail, vu également la loi 2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, vu l'avis réputé favorable de l'Union des commerçants Castellarcom en date du 4 décembre 2019, considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de fixer, après avis du conseil municipal, le nombre et la liste des dimanches travaillés avant le 31 décembre pour l'année suivante, considérant l'intérêt sur le plan commercial de déroger à la règle de repos dominical pour les salariés en période de solde et pendant les périodes des fêtes de fin d'année, la commune veut permettre aux commerces de détail qui le souhaitent d'ouvrir toute la journée pendant les dimanches suivants, le 12 janvier 2020, le 28 juin 2020, le 6 décembre 2020, le 13 décembre et le 20 décembre 2020. Suite à la présentation du sujet en commission développement local du 3 décembre 2019, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'ouverture dominicale des commerces de détail sur les 5 dates présentées en 2020 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Je passe la parole à monsieur Citerne. J'avais juste une question pour savoir si l'avis était réputé favorable ou favorable. Juste une question de vocabulaire, savoir si on avait vraiment le retour des gens de Castellarcom en disant qu'ils étaient favorables ou si c'est réputé favorable, c'est-à-dire qu'on le considère de notre côté, sans un retour vraiment clair de leur part. On a eu un retour de Castellarcom. On a eu un retour de Castellarcom disant qu'ils étaient favorables effectivement à l'ouverture des commerces, enfin à ces 5 dates. D'accord, donc on a un avis favorable. Oui, c'est vrai qu'il y a écrit réputé, on aurait pu mettre favorable. Je ne cache pas que ça fait débat chez certains commerçants. Voilà, j'ai eu des remontées de commerçants qui aimeraient bien que ce soit fermé. On a des demandes. Concrètement, on a eu des demandes supérieures, c'est-à-dire que les supermarchés voulaient plus de dates, plus de dimanches. Donc on a restreint
nous seulement, ou vraiment période de fête et période de solde. Ouais. Combien 12, ouais, c'est ça. Il y avait 12 demandes à la base, on n'en a retenu que 5. Moi, je me pose des questions, mais on ne va pas en débattre là, on est en plus en période préélectorale, donc changer tout ça, on reconduit finalement ce qu'on faisait les autres années d'avant, et on ne va pas changer les choses avant une élection, mais c'est vrai qu'il y a un débat pour le petit commerce notamment, voilà, je pense à des plus petites surfaces qui pourraient être ouvertes le dimanche et pas les supermarchés, et ça en profiterait, mais est-ce que finalement, si le supermarché de Châteaubourg était fermé le dimanche, est-ce que les gens iraient pas faire leurs courses sur Rennes ou sur Vitré et que finalement le petit commerce en pâtirait peut-être. Voilà, là c'est des vrais débats de pour, de contre. On peut être contre, ça se justifie aussi. Merci. Je vais voter contre cette délibération sur le fait même que nous sommes une commune seulement de 7100 habitants, que nos commerces de détail sont de toute petite taille, que l'on se doit, me semble-t-il, au sein de ce conseil municipal, de les favoriser, et que par cette délibération, me semble-t-il, on n'en a que faire. Si à la place de ces 5 dates, il n'était fait mention que de 2 dates, 13 et 20 décembre, j'aurais pu comprendre, dans la mesure où il s'agissait de la période de Noël, etc. Là, on parle du 12 janvier, du 28 juin. Je ne comprends pas, ou plutôt je n'accepte pas. Donc voilà, pour ce qui me concerne, je voterai contre. Oui, juste. Oui, et puis après, monsieur Guégan. Je ne peux pas te laisser dire qu'on n'en a que faire des petits commerçants. Parce que c'est justement. Alors par contre, on est obligé de faire une règle qui s'applique à tout le monde, effectivement. Et c'est là où la question, là pour le coup, c'est la loi. Donc on est obligé de faire une règle qui s'applique à tout le monde. Et effectivement, les petits commerçants ou les plus grands sont inclus dans la règle. Ouais. Mais on ne peut pas dire qu'on n'en a que faire. C'est pas vrai. Oui, monsieur Guégan. Pour ce qui me concerne, je vais également voter contre, pas tout à fait pour les mêmes raisons. On parle beaucoup des commerçants et c'est vrai qu'il peut y avoir un problème. Mais on n'aborde pas le sort, si je puis dire, des salariés. Or, dans ces petits commerces, beaucoup de salariés n'ont pas les moyens de s'exprimer puisque, sauf à me tromper, ils n'ont pas de comité d'entreprise, non plus que de délégués du personnel et par conséquent sont un peu soumis à, j'irais dire, à la loi du marché. Par conséquent, et c'est ma philosophie, et par conséquent, je vais voter contre. Merci. D'autres remarques? Sinon, je vous propose de passer au vote. Alors, qui est contre? C'est bon, vous avez noté les noms? Comme ça, on sait, on a la liste des noms. Qui s'abstient? Avec un pouvoir, Anne Steyer et le pouvoir. Et donc j'en déduis que les autres sont pour. Merci beaucoup. Et donc c'est adopté, puisqu'il y a une majorité. Délibération 216. Je passe la parole à Hubert Desblés. Avec un avis sur le projet du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Donc, Vitré Communauté possède 38 places caravanes situées sur 4 aires permanentes d'accueil à Vitré, Étrelles, Châteaubourg et Val-d'Isée. La gestion de ces aires d'accueil est déléguée aux communes, ce qui n'est plus réellement adapté aux objectifs de prise en charge par les EPCI. Considérant donc les objectifs prioritaires du territoire, qui sont donc d'intervenir sur l'ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins exprimés de 8 ménages et créer 3 terrains familiaux locatifs, réhabiliter l'aire de Vitré, Val-d'Isée et Étrelles, dynamiser et coordonner les projets sociaux et participer à la gouvernance et au suivi du schéma. Donc, suite à la présentation du sujet en commission urbanisme travaux du 3 décembre 2019, il est donc proposé au conseil municipal d'émettre des réserves quant à la création et le financement de 3 terrains familiaux locatifs sur Vitré Communauté, d'émettre un avis favorable concernant les réhabilitations des aires de terrain d'accueil des gens du voyage, d'émettre un avis favorable concernant la création de projets sociaux, d'émettre un avis favorable quant à la participation active de Vitré Communauté dans la gouvernance et le suivi du schéma, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
À ceux qui pensent que nous avons ouvert un deuxième terrain des gens du voyage à l'entrée de la ville, il s'agit bien entendu d'une occupation illégale, forcée, rapide, qui a eu lieu sur un terrain privé, donc sur lequel nous ne pouvons pas intervenir. Et le propriétaire du terrain les a rencontrés et a décidé de les laisser jusqu'au début janvier, date du début des travaux, puisque de toute façon, quand les pelleteuses vont commencer à arriver sur le terrain, il va être difficile à ces caravanes de rester. Là, il y avait déjà cette semaine des sondages de sol au milieu des caravanes. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas eu d'abîmés. Mais bon, voilà, il s'agit d'un squattage de terrain, on peut appeler ça comme ça, pour parler très simplement, qui se terminera début janvier. En tout cas, ils se sont engagés à partir, à laisser le terrain propre. Et de toute façon, quand les travaux démarreront, ils n'auront pas le choix de bouger. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tout à fait. Celle-ci est-elle privée ou est-elle publique? Non, elle est publique. Donc ma première remarque a été de dire, j'ai appelé Veolia, j'ai dit, vous me coupez. Alors, qui a un micro? Voilà, c'est bon. J'ai appelé Veolia, j'ai dit, vous me coupez la borne, comme ça, ils vont pas rester, ils n'auront pas d'eau. Sauf que on m'a gentiment expliqué que si on fait ça, ils cassent la borne et puis ils se branchent sous la borne et ils vont se brancher ailleurs et ils font un trou où il faut pas. Donc voilà, Veolia préfère, pour une question économique, ne pas couper l'eau, parce qu'ils ont peur des conséquences, puisque de toute façon, ils vont se brancher quelque part, et donc le coût pourrait être plus important pour la collectivité si on coupait l'eau de cette borne. Donc oui, ils sont branchés sur une borne pompier. Tout à fait. Oui, Monsieur Kéguin. Oui, c'est une simple question. Comment s'organise-t-il au niveau de l'hygiène? Je ne suis pas allé vérifier et pas demander. Vous êtes responsable de l'hygiène publique, monsieur? Oui, je suis sur un terrain privé, pas sur un terrain public. Il n'en reste pas moins vrai que... Ils ont de l'eau. Si demain on a des cohortes de rats qui se baladent dans les rues... Non. Non, c'est pas... on n'est pas là, mais bon... Non, mais ils ont de l'eau, ils ont des caravanes équipées, XXL, etc. Donc voilà, on a vérifié que tout allait bien. Voilà, bon, maintenant... Ils ont la station de lavage, les lave-vaisselle, ils ont tout, ils sont équipés. Tout va bien. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un terrain privé, il n'y a pas de forfait à payer. Non, et sur l'eau, on ne peut pas contrôler puisqu'il n'y a pas de compteur. Sur la borne et l'électricité, je ne sais pas où ils le prennent, mais je crois qu'ils se sont branchés du côté de la station. Donc voilà. J'ai bien essayé de les empêcher. Je suis vite reparti. J'ai pas voulu aller aussi loin que certains maires peut-être, mais certains en ont laissé des plumes. Donc voilà, j'ai vite compris que je n'étais pas le bienvenu. Mais bon, c'est comme ça. Ils vont vite, ils sont rapides. En un quart d'heure, tout est installé. C'est ainsi. Pas de questions. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Finalement, on a plus parlé de ce terrain-là que... C'est ainsi. Bon. ZAC Multisite, Hubert Desblés, délibération 217. Oui, avec le remboursement de frais de gestion. Le budget principal supporte des charges de personnel administratif dont les missions relèvent des budgets annexes. Afin de respecter le principe de sincérité budgétaire, il est proposé d'introduire le remboursement des frais de gestion dans le budget annexe de la ZAC Multisite. Considérant que le budget principal supporte des frais de personnel administratif dont les missions relèvent du budget annexe de la ZAC Multisite et qu'il y a lieu de procéder à la refacturation de ces frais au budget annexe concerné, considérant que ces charges de personnel sont évaluées en référence aux dépenses et recettes générées par le budget annexe. Et suite à la présentation de ce sujet en commission Urba Travaux du 3 décembre dernier, il est donc proposé au conseil municipal de décider que les frais de gestion qui devront être facturés par le budget principal au budget annexe de la ZAC Multisite sont les suivants: 2,5% du montant des dépenses hors participation aux équipements publics
et compensation agricole, 2,5% des recettes hors subvention. Et donc d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Administratif, est-ce qu'il y a des questions? Je me vote, qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité, merci. Délibération 218, oula, échange foncier Montmorel. Oui, on revient dessus, alors je vais vous faire grâce de la lecture, hein, mais on va juste présenter un plan, effectivement, juste parce qu'il y a eu un oubli sur une parcelle qui fait 29 mètres carrés dans le cadre des échanges. Cette parcelle 29 mètres carrés qui a été oubliée dans la promesse d'échange, alors je crois qu'on doit l'avoir en situation, voilà, c'est tout ce petit carré bleu là qui se trouve le long de la voie. Alors, pourquoi est-ce que la commune est propriétaire? Voilà, c'est une des questions, mais l'identification montre qu'effectivement, voilà, ça faisait bien partie de cette parcelle qui avait été oubliée. Donc, c'est juste pour régulariser la situation. Donc, voilà, je vous fais grâce de la lecture et je vous propose d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette régularisation. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote, qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité, merci. Et nous passons au DIA. Allez, voilà, on se promène un petit peu. Alors, la première, DIA 2019-063, voilà, un immeuble bâti cadastré section 298A, numéro 1062, qui se trouve 37 rue de Vitré. Et donc une superficie de parcelle de 287 mètres carrés, donc une propriété mitoyenne à l'ancien bar Maria. Voilà, tout le monde visualise. Pas de préemption. Sachant que donc, le bar chez Maria a été vendu aussi, je crois qu'on a passé ça il y a un projet, la dernière fois, et donc il y a un projet de rénovation et de construction aussi de logements à la place du vieux garage qui est sur l'arrière. Ils ont la pointe, oui. Alors il y a le trottoir, hein. Oui, enfin voilà, c'est schématisé effectivement. Non, il y a le découpage ici, voilà. C'est ça. Voilà. Oui. Ouais. Ouais. Oui, il y a pas. On laisse le trottoir, vous inquiétez pas. Voilà, donc pas de préemption sur cette première DIA. 2019-064, immeuble bâti, habitation cadastrée, section AD 193, qui se trouve 9 rue des Mouettes. Là, donc la parcelle qui fait 446 mètres carrés. Donc là, on n'a pas de préemption pour cette DIA. 2019-066, une habitation immeuble bâti cadastré section AH 471, 472 et 475 qui se trouve au 20B rue Louis Pasteur. Et donc là, on a la superficie de la parcelle, 1610 mètres carrés, mais voilà, c'est dans le collectif. Donc là, pas de préemption. DIA 2019-067, terrain cadastré section ZB 440, qui se trouve 68 rue des Albatros. Donc, on y est, ça y est, voilà. Superficie de la parcelle 525 mètres carrés. Pas de préemption sur cette DIA. La DIA 2019-068, terrain cadastré section AD 224. Alors 6, La Fontaine, c'est la Céaudière, hein. Voilà, mais qui cadastré la Fontaine, donc voilà, superficie de la parcelle 1937 mètres carrés, pas de préemption sur cette DIA. Projet de densification avec construction de logements. DIA 2019-069, terrain cadastré, donc section AD numéro 225, donc légalement à La Fontenelle, par superficie de la parcelle 2137 mètres carrés, donc c'est celle qui est mitoyenne, hein. Donc là on continue. 2019-070, terrain cadastré, section ZB numéro 461, 53 rue des Albatros, un terrain de 353 mètres carrés. Donc là, pas de préemption. 2019-071, immeuble bâti, habitation, donc cadastré section 298 AM numéro 83, pardon, qui se trouve au 7 rue des Ormes. Donc là, on visualise bien une parcelle de 398 mètres carrés, pas de préemption non plus. L'ADIA 2019-072, une habitation immeuble bâti, cadastré section 298A, numéro 1831, au 12 rue du Grand Clos. Une parcelle de 524 mètres carrés, pas de préemption. DIA 2019-073, immeuble bâti, une habitation cadastrée section AL numéro 211 au 32 rue de Paris. Oui, voilà, donc 533 mètres carrés,
pas de préemption concernant cette DIA. La 074, donc là on est avec un immeuble bâti, habitation cadastrée section AI numéro 47, au 6 allée des Acacias, donc 263 mètres carrés. Pas de préemption. La 075, immeuble bâti, habitation cadastrée section AL numéro 175 au 42 rue de Paris. Donc là, une superficie de parcelle de 505 mètres carrés. Là, donc, là, il y a un projet sur cette habitation. Donc, pas de préemption. La 076, terrain cadastré, section ZB 717 et AD numéro 245, qui se trouve rue Sophie Germain. Une superficie de 3052 mètres carrés. Voilà, donc là, c'est effectivement, on est dans le secteur sud de Châteaubourg, donc pas de préemption. DIA 2019-076, terrain cadastré section ZB numéro 717 et AD numéro 245, qui se trouve rue Sophie Germain, superficie de la parcelle 3052 mètres carrés. Donc là, on voit, c'est le parking. Voilà, donc là, pas de préemption. Alors, on est sur le site Thales, l'ancien site Thales. Donc là, la première délibération, c'est donc l'implantation d'une entreprise qui va venir ici. On a l'outil en main qui est juste ici, bien asseyez-vous. Et donc on est vraiment au bout. Là, c'est le B1, le vieux bâtiment dont les travaux ont démarré aussi. Et ensuite, on passe en façade avec le parking, dont la moitié va être vendue à Bretagne Télécom. Et l'autre moitié, on a un immeuble tertiaire de bureaux avec notamment une entreprise informatique. Ok, merci. Alors, on était sur voilà, la 77. Voilà, terrain cadastré, donc section ZB numéro 534, rue Denis Papin. Superficie de la parcelle 6575 mètres carrés. Pas de préemption. On avait quelques-unes pour ce conseil. Oui, tu peux poser une question. S'il y a un bâtiment tertiaire ici, ça veut dire que est-ce que le cheminement incombe à la mairie ou pas? La voie nous appartient. La voie, voilà. Le site était à l'EPF, on va dire, pour l'EPF, mais c'est à nous, puisque c'est nous qui avons un contrat avec l'EPF. Et donc la voirie, en effet, est à nous. Non, elle est en état. Oui, après, c'est une zone d'activité, donc ce sera voilà, une compétence intercommunale, tout ça. La voie, après, sera rétrocédée, en effet, à l'intercom. Pour l'instant, elle est à nous, mais après, là, on sera dans une zone d'activité. Complètement. Donc, 2019-078. Alors, voilà, immeuble bâti, une habitation cadastrée section A, numéro 2062, qui se trouve au 36 rue de la Jeannet, donc avec une surface de 390 mètres carrés. Pas de préemption. L'ADIA 2019-079, immeuble bâti, habitation cadastrée section AK numéro 222, qui se trouve au 10 square Sainte-Anne, résidence de la Tréolière en haut, une superficie de parcelle de 1110 mètres carrés. Pas de préemption. L'ADIA 2019-080, immeuble bâti, habitation cadastrée section AL numéro 503, au 40 rue de Paris. Donc c'est la grande et belle maison en bord de Paris, superficie de cette parcelle 1117 mètres carrés. Pas de préemption. L'ADIA 2019-081, immeuble bâti, donc cadastré section AL numéro 503 au 35 allée des Acacias. Voilà l'ancienne maison médicale. Superficie de la parcelle 523 mètres carrés. L'ADIA 2019-082, immeuble bâti, il s'agit d'une habitation cadastrée section AH numéro 3 au 34 Louis Pasteur. Là, 624 mètres carrés de superficie et pas de préemption. Et enfin la dernière, DIA 2019-083, il s'agit d'un immeuble bâti cadastré section AH numéro 389, 390, 397, 398 et 22
au 16 rue du Maréchal Leclerc, rue Pasteur et place de l'Hôtel de Ville. Donc il manque un petit encadrement parce que il y a aussi une DIAS qui concerne là où était l'ancien tatoueur, l'ancien coiffeur, juste en face à la mairie. Tout à fait, qui fait partie du même lot. C'est ça. Et donc là, pas de préemption non plus sur cette dernière DIA. Voilà, donc ça bouge. Si pas de questions, nous continuons. Délibération 220. Daniel Deville. Oui. Oui, d'accord, très bien. Oui. Sport. Association Castel-Arcom, sécurité de la braderie, versement d'une subvention. Suite à la mise en œuvre de l'état d'urgence sur le territoire national, l'association Castel-Arcom ne peut maintenir sa braderie qu'avec la mise en place des moyens de sécurité supplémentaires. L'association a fait appel pour l'édition 2019 à une agence de sécurité pour la mise à disposition de 4 agents de sécurité. L'association a présenté la facture liée à la sécurité mise en place lors de cette braderie d'un total de 1 012,03 € et sollicite une subvention de ce même montant. Suite à la commission vie associative du 19 novembre 2019, il est proposé au conseil municipal de voter cette subvention exceptionnelle à l'association de 1 012,03 € et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Je vais au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Si quelqu'un peut rappeler Anne. Et je passe la parole à Christelle. Merci. Délibération 221, versement des subventions aux associations vie des écoles et enfants jeunesse. Les commissions vie des écoles et enfants jeunesse ont étudié les différentes demandes de subventions, fonctionnement et exceptionnelles que les associations concernées ont déposées en mairie. Ces commissions proposent au conseil municipal d'octroyer les subventions suivantes. ACAM 0, Iloptilou 400 €, Salsa Familia 200 €, l'outil en main 0 €, soit pour l'enfant jeunesse 600 €. Pour les écoles, Appel Saint-Joseph 800 €, Appel École Saint-Melaine 455 €, APE des écoles publiques 830 €, Appel du collège Saint-Joseph 0, FCPE 0, Action COP Pomme 0, Dihun Castelbourg 110 €, soit pour la vie des écoles 2195. Suite à la présentation du sujet en commission vie des écoles et enfants jeunesse le 18 et 28 novembre, il est proposé au conseil municipal de voter nominativement les subventions attribuées à l'attention des associations vie des écoles et enfants jeunesse et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Tu peux demander. Juste une question, pourquoi 0 € dans certaines cases? Parce qu'ils n'ont pas fait de demande ou parce qu'elles ont été rejetées? Parce qu'effectivement, il n'y avait pas de demande. Voilà. Je vous propose donc, s'il n'y a pas d'autres questions, de mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 222. Alors, école privée, contrat d'association, versement d'une avance du montant de la subvention 2020. Les écoles privées ont signé avec l'État un contrat d'association qui a pris effet à la rentrée de septembre 2009. Suite à ce contrat, la commune a établi une convention précisant la prise en charge des dépenses de fonctionnement obligatoires des écoles privées. Comme l'an passé, il est proposé aux membres du conseil municipal d'allouer un premier versement de subvention aux écoles privées à hauteur de 25% du montant alloué en 2019, leur permettant ainsi de bénéficier d'une avance de trésorerie. Ce premier versement sera réalisé en janvier et le montant restant leur sera versé lorsque le coût à l'élève pour l'année 2020 sera définitif. Ainsi, il est proposé de verser pour Saint-Joseph un total de 40 323,70 € et pour Saint-Melaine 17 854,67 €, soit un total général de 58 178,37 €. Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2020 de la commune, au compte 6558, autres contributions obligatoires. Suite à la présentation du sujet en commission vie des écoles du 18 novembre 2019, il est proposé au conseil municipal d'allouer les montants de subventions aux écoles privées à raison de 25% du montant de l'année 2019.
donc 27 257,78 € à l'école Saint-Joseph pour les maternelles, 13 063,92 € à l'école Saint-Joseph pour les élémentaires, 11 764,74 € à l'école Saint-Melaine pour les maternelles et 6 089,93 € à l'école Saint-Melaine pour les élémentaires. Et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, Monsieur Guéguin. Je vous rassure, c'est une remarque sur la forme, pas sur le fond. Je suis d'accord sur le fond, pas de souci. Je rassure ma collègue parce que je sentais comme un éclair de... Oui, ça concerne l'intitulé qui, pour moi, la formulation me semble un peu inappropriée. Versement d'une avance du montant de la subvention 2020, j'aurais bien vu versement d'une avance à valoir sur la subvention 2020. Sinon, on pourrait supposer qu'on verse en avance la subvention complète. C'est une question de forme. Hein. Après, j'en ferai pas une croisade. Non. Vous pouvez répéter votre phrase? Versement d'une avance sur le montant de la subvention, ou à valoir. À valoir. Allez. C'est à juger. Bon, vendez au même alors. Merci. Je vous propose donc de mettre aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté à l'unanimité avec ce changement d'intitulé. Merci beaucoup. Délibération 223. Donc 223, fourniture scolaire, versement d'une avance du montant de la subvention 2020. Chaque année, les écoles privées se voient allouer une enveloppe budgétaire pour l'achat de fournitures scolaires. Cette enveloppe est déterminée en fonction du nombre d'élèves des écoles privées, auquel il est multiplié un forfait à l'élève, proposé par les membres de la commission et approuvé en conseil municipal. Il est proposé aux membres du conseil municipal de procéder au versement de ce crédit en 4 temps. Janvier 25%, avril 25%, juillet 25% et novembre le solde de la subvention allouée. Une vérification des crédits employés par les écoles privées aura lieu chaque mois par l'envoi des factures comme pièces justificatives, les commandes devant correspondre à des fournitures scolaires. Un ajustement du montant de la subvention totale 2020 pourrait être réalisé en novembre au moment du versement du solde de celle-ci. Le premier versement de cette subvention aux écoles privées est proposé à hauteur de 25% du montant alloué en 2020. Ainsi, il est proposé de verser un premier versement à l'école Saint-Joseph à hauteur de 1636,52 € et à Saint-Melaine 740,48 €, soit un total général de 2377 €. Donc, suite à la présentation de ce sujet en commission vie des écoles du 18 novembre 2019, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le principe de versement de cette subvention et d'allouer un premier montant de subvention aux écoles privées à raison de 25% du montant de l'année 2019 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. À valoir. Très bien. Cela dit, si ces réflexions, enfin ces apports, ces suggestions peuvent être faites en commission, j'aimerais autant. Allez, continuons. Je mets au vote qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 224, et c'est la dernière. Oui. Donc, accueil de loisirs Plume. Lors de l'inscription à l'accueil de loisirs, les familles remplissent le dossier d'inscription comprenant, entre autres, le règlement intérieur. Ces temps périscolaires et extrascolaires doivent permettre aux enfants de vivre des moments de loisirs agréables. Pour leur bon déroulement, ils doivent être encadrés d'un minimum de règles, prenant notamment en compte les contraintes liées à un mode d'accueil de loisirs collectifs sans hébergement. La volonté de proposer un service public de qualité a conduit la commune à élaborer un règlement intérieur pour le bon fonctionnement du service de l'accueil de loisirs. Les manquements à ce règlement pourront entraîner des sanctions qui pourront aller jusqu'à l'exclusion, temporaire ou définitive, de l'enfant du service, après l'organisation d'un échange contradictoire avec les parents ou les responsables légaux. Le règlement de l'accueil de loisirs est un document amené à s'adapter aux évolutions des normes, des circonstances ou des exigences du terrain. Il a donc vocation à évoluer au gré des besoins. Suite à la présentation du sujet en commission enfance-jeunesse du 28 novembre 2019, il est donc proposé au conseil municipal
d'approuver le projet de règlement joint en annexe et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Pour répondre à Pablo, là, donc j'ai les éléments qu'il demandait là tout à l'heure. Donc c'était la commission du 24 septembre. Au niveau de la bibliothèque, donc la stagiaire Camille Devet, étudiante en master 2 sciences de l'information et des bibliothèques de l'université d'Angers, sera en stage à la bibliothèque de février à juin 2020. Et son domaine d'intervention concernera le numérique et les publics en difficulté avec l'outil informatique, à savoir les seniors, les jeunes adultes, en lien avec le CCAS, le CLIC et le PAE PIGE. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, je passe la parole à Anne. C'était hier. J'ai aperçu dans la presse tout à l'heure de manière très courte que Mailou Tradition avait été racheté. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter sur un éventuel départ de la commune ou pas? Pas du tout. Non, non, c'est un rachat avec maintien des emplois, de la structure sur le site. Alors, j'ai pas lu l'article. J'étais informé du rachat puisqu'on a suivi depuis de nombreux mois voilà, cette vente. Il y a eu voilà, plusieurs candidats, etc., plusieurs échanges. Et donc, l'idée est bien de garder la structure Mailou. Voilà. Donc, maintenant... le monde économique est ce qu'il est et je ne vais pas vous garantir dans les 10 prochaines années de ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, il tient à garder les compétences, en tout cas, parce que la difficulté pour lui, c'est de trouver ces compétences-là. Donc garder les compétences sur Châteaubourg, de renouveler, enfin de garder la location qu'il a du bâtiment à Vitré Communauté. Donc pour l'instant, voilà, tous les voyants sont plutôt au vert. Très bien, merci. Et c'est pas un investisseur, c'est pas un financier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans le domaine de la peluche, donc voilà, du fabrication français, etc. Donc l'idée est bien de garder tout ça, mais en effet, je crois qu'il y a un article à paraître dans Ouest France demain que je n'ai pas lu. Donc voilà, pour ceux qui ça intéresse, lisez l'article, vous en apprendrez un peu plus. Voilà, je ne sais pas ce que je dois dire ou pas dire, donc je lirai l'article pour savoir ce qui est rendu public ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Oui. Monsieur Diaz. Merci. À plusieurs reprises, il y avait à l'écran une fleur, une rose rose. Je voulais savoir s'il y avait un message subliminal en période préélectorale. Non, pas du tout. C'est le PC de Claire. Mais si. Ça marche pas, évidemment. Bien sûr que si. C'est hyper important. Vous avez loupé quelques conseils municipaux et cette fleur est capitale à Châteaubourg. C'est notre première fleur pour le label des villes et villages fleuris. Bravo de l'avoir noté. Quand je voyais que c'était une rose permanente, je me disais qu'il y avait peut-être un message de votre part. Ah non. C'est vrai. Non. Ce n'était pas une rose. Je ne sais pas si la rose existe encore d'ailleurs. Oui. Boutade. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous... Ah, une intervention, Daniel, oui. Oui, juste, je voulais savoir qu'est-ce qui se fait à la place des 4 médecins. Est-ce qu'on voit des travaux? Logement. Logement. Oui, c'est divisé en bureau et studio. Voilà. Parce qu'on nous pose la question dans la rue, mais je ne sais pas. Voilà, bureau, studio, enfin Voilà. Cellule. Tout à fait. D'accord. Donc je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, profitez bien, soufflez bien. Et puis rendez-vous en janvier. Merci beaucoup.